Bienvenue chez nous pour le 75e épisode du podcast des nous. Reconstruction d'Evangélion. On reconstruit Evangélion cette semaine. Ouh! Montez avec nous dans le robot. Bonjour, voici le 75e épisode du podcast des nous. Happy birthday, non. Happy 65 episode of the podcast of the new for you. Happy, je ferai pas toute la chanson. Ouh, ça commence fort. Bon. Donc, pour le 75e épisode des nous, nous allons vous parler d'un sujet exceptionnel. Oui, exceptionnel. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Donc, dans cet épisode, nous allons faire la reconstruction d'Evangélion. Ouh! En retard sur tout le monde, comme toujours, j'ai enfin vu la tétralogie Rebuild of Evangélion, qui tente de refaire Evangélion sous une nouvelle forme en 4 films sous la supervision de Hideaki Anno, la principale tête créatrice et réalisateur de la série originale Neon Genesis Evangelion. Mais avant d'aborder cette série de films, il me semble utile de parler de tout ce qui a précédé avant cette série de films. Cette phrase est super mal construite. Ouh! Neon Genesis Evangelion est une série animée japonaise pour la télévisée de 26 épisodes diffusés d'octobre 1995 à mars 1996. Je manquais d'eau. De l'eau, c'est bon. Cette production du studio Gainax a décidé de détourner le genre traditionnel de la série de robots géants pour faire quelque chose de complètement différent avec le personnage principal, Shinji, qui n'est pas un héros courageux, ayant possiblement quelques moments d'hésitation à certains moments, mais qui est en fait plutôt quelqu'un d'extrêmement fragile, qui ne souhaiterait pas piloter un robot, mais le fait quand même pour être accepté pour pouvoir vivre. Ses collègues pilotes, Rei et Asuka, ne sont pas tellement mieux. Elles ont aussi de sérieux problèmes psychologiques. Il y a d'innombrables mystères, un scénario ultra complexe, du style à revendre, une profondeur et un climat très sombre, mais tout cela, ce sont des arbres qui servent à cacher l'essentiel de la série, qui se veut avant tout psychologique, une opportunité pour Hideaki Anno de s'interroger sur ses propres dépressions et sur ses problèmes psychologiques, de s'exprimer sur le sujet, tout en proposant un message caché disant aux otaku de se réveiller, d'aller vivre dans la vraie vie. La série est reconnue entre autres pour sa fin emblématique, presque ouvertement expérimentale, qui ne s'intéresse qu'à ce que ressent Shinji d'un point de vue interne et non sur ce qui se passe dans le monde avec un style visuel assez particulier, ce qui a rendu furieux
de nombreux fans, dont plusieurs ont écrit des menaces de mort au studio et au réalisateur. Pour ceux qui s'en souviennent, et pour ceux qui l'ont oublié, j'ai un système de notes qui est sur 5. Je donne un 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, un 4 sur 5 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue. Tel que par exemple le résultat de l'élection provinciale du Québec. Je ne sais pas encore quel va être le résultat de l'élection, puisqu'au moment où j'enregistre cet épisode, on est en septembre, mais je suis persuadé que ça sera pas formidable. Donc, pour moi, cette série est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, dont bien sûr se mérite un 5 sur 5. Il y a ensuite des versions remaniées des épisodes 21 à 24, un peu plus longues, du bonus sympathique. Puis surtout, il y a eu 2 films qui devaient très certainement être un projet d'un seul film, qui fut 2, par manque de temps, pour terminer la seconde partie à temps, et sans aucun doute pour de l'argent facile. Money, money, money. Money. Death in Rebirth, sorti en 1997, est principalement Death, un résumé des épisodes 1 à 24 de la série télé, par le biais d'un montage d'extraits avec quelques scènes additionnelles. La partie Rebirth étant une version non complétée du début du film suivant, une genre de preview en quelque sorte. Le film est incompréhensible sans avoir vu la série, quoiqu'il peut servir d'aide-mémoire avant de voir le film suivant. La version remaniée, True Death au carré, me semble un peu mieux. L'inclusion de certaines scènes rend le tout un peu moins incompréhensible, mais ça reste un exercice difficile pour quelqu'un qui n'a pas vu la série. Je donne donc à Death and Rebirth la note mortelle de 1 sur 5. C'est mauvais. Mais je suis persuadé que Neon Genesis Evangelion va réussir à en renaître. The End of Evangelion, sorti plus tard la même année, découpé aussi en 2 parties par l'idée étrange mais intéressante de mettre le générique au milieu du film, comme si c'était les épisodes 25 et 26. Ce film présente une version alternative de la fin où, même si on s'intéresse à ce que vit intérieurement Shinji, montre ce qui se passe dans le monde. Par contre, ce film et la fin originale sont contradictoires, à moins de vouloir essayer de les rendre compatibles par des théories fumeuses, comme ont pu le faire certaines fanfics, ce qui n'est pas nécessairement un mal. Cette nouvelle fin est bien plus sombre. Ce film a clairement été fait en réaction à la haine envers la fin originale et en particulier les menaces de mort, en plein dans le feu de l'émotion. Le film va jusqu'à nous montrer des images des fameuses menaces de mort à un moment. Quoique, paraît-il que ce n'étaient pas les vraies menaces de mort originales, c'était des versions réécrites par le staff qui a fait le film pour des raisons légales. Bien que je préfère personnellement la fin originale, je ne peux m'empêcher d'admirer ce film au visuel, à la musique et au style totalement sublime et poussant comme la série originale à la réflexion. The End of Evangelion se mérite donc un 5 sur 5. Mais est-ce que c'est vraiment la fin? Je ne crois pas.
Un peu comme il est habituel de le faire au Japon, une adaptation manga du projet de la série animée est commencée un peu avant le début de la série animée, comme moyen promotionnel, cette fois-ci par le caractère designer de la série lui-même, Yoshiyuki Sadamoto, ce qui explique d'ailleurs la lenteur de la parution, celui-ci travaillant dans l'animation avant tout. Le manga, en 14 volumes, fut publié de décembre 1994 à juin 2013. L'auteur fait divers changements à gauche et à droite dans l'histoire, pas mal de raccourcis. Il n'a certes pas le style presque expérimental qu'a parfois la série animée, mais le médium différent lui permet parfois d'être un peu plus psychologique en présentant les pensées des personnages dans certaines bulles. Le temps que cela a pris lui a permis de s'inspirer de la fin du film The End of Evangelion directement plutôt que de la fin de la série. Visuellement, c'est fort joli. Yoshiyuki Sadamoto sait très bien dessiner. Il n'y a pas les imperfections que pouvait avoir par moments l'animé, mais je dois avouer malgré tout que je préfère nettement la série d'origine avec toutes les possibilités du médium cinématographique et son style. Mais ce manga se mérite tout de même un 4 sur 5. Ça se démarque vraiment, c'est vraiment très très bon. D'ailleurs, personnellement, j'avais commencé à lire le manga avant de voir la série animée. Il y avait seulement quelques volumes de parus à ce moment-là, du moins en français. Vu la nature d'Evangelion, il est difficile d'en faire une suite, ce qui a poussé de nombreux créateurs à explorer le concept de spin-off, inspiré par l'idée de monde alternatif présenté dans le dernier épisode de la série télé. D'ailleurs, plusieurs des spin-offs sont directement dérivés de la réalité alternative plus légère et humoristique présentée dans cet épisode. Le manga Neon Genesis Evangelion de Iron Maiden II de Fumino Hayashi est une comédie sentimentale dérivée d'un jeu vidéo de type visual novel publié de 2003 à 2005 en 6 volumes. Certains n'aiment pas ce manga à cause de son style graphique assez différent de celui de Yoshiyuki Sadamoto, mais pour moi au contraire c'est un bon point, Fumino Hayashi nous proposant un style de dessin plus personnel plutôt que de simplement faire de l'imitation, ce qui permet de rester très vivant, le dessin me semblant tout à fait approprié à ce que nous propose cette série, une romance saupoudrée de science-fiction, et pas simplement de la love comedy à la Lovina, comme le font trop de séries japonaises. C'est sympathique, tout mimi, et très réussi, il me semble. Je donnerai donc à The Iron Maiden II une note de 3 sur 5. C'est un excellent divertissement. Neon Genesis Evangelion Shinji Ikari Raising Project est un manga en 18 volumes par Osamu Takahashi, publié de 2006 en 2016 d'après un jeu vidéo du même nom. Bien qu'il ne soit pas nécessairement horrible à lire, ce manga offre tout le contraire des bons points que j'ai mentionnés pour The Iron Maiden II. C'est totalement une love comédie dans le plus pur style harem des clones de Lovina. J'apprécie toujours les personnages dans une certaine mesure, mais l'exercice me semble d'un intérêt limité, surtout pour une si longue durée. Osamu Takahashi me semble assez talentueux pour copier le style de Yoshiyuki Sadamoto, mais cela me semble faire perdre un peu d'âme à la chose, même si c'est maîtrisé et assez réussi visuellement. Je donne donc à Shinji Ikari Raising Project une note de 2 sur 5, c'est moyen. Neon Genesis Evangelion Campus Apocalypse est un manga en 4 volumes de Ming Ming, publié de 2007 à 2009, qui décide de détourner Evangelion dans une direction totalement différente qui me fait presque plus penser à Persona. Dans ce manga, il n'y a pas de mecha, les Eva étant des armes que les protagonistes font apparaître de nulle part. Cette série peut sembler intrigante parce qu'elle décide de faire un graphisme intéressant, mais cela me semble au final de bien peu d'intérêt.
Je donnerai donc à Campus Apocalypse une note de 2 sur 5, c'est moyen. Petit Eva, Evangelion at School. Petit Eva, Evangelion @school, est un gag manga parodique de Ryusuke Hamamoto, composé de strips en 4 cases sur 2 ou 3 volumes, adapté en une série animée de 24 épisodes d'une durée de 1 à 3 minutes chacun, dans lequel les personnages, y compris inexplicablement l'Eva 1, vont à la petite école. Je n'ai pas lu le manga, mais j'ai vu l'animé. C'est du grand n'importe quoi, mais ça peut être amusant et ça reste tout mimi, mais c'est franchement assez anecdotique. Je ne suis pas certain si la série était faite en claymation ou en animation 3D dans un style ressemblant à la claymation, probablement de la 3D qui réussit particulièrement bien à imiter, ou sinon de la claymation aidée de 3D. Je donne donc à Petit Eva Evangelion at School une note de 2 sur 5. C'est moyen. Il existe aussi d'autres mangas officiels plus anecdotiques comme It's a Miraculous Win en 14 volumes basé sur des machines Pachinko, Neon Genesis Evangelion de Shinji Ikari Detective Diary, Neon Genesis Evangelion Comic Tribute Tony Takezaki's Neon Genesis Evangelion, Neon Genesis Evangelion Legend of the Pico Pico Middle School Student, Evangelion 3.0, et possiblement d'autres trucs plus anecdotiques qui ne sont pas recensés par Wikipédia, mais je n'en ai lu aucun. Il y a aussi la série de romans illustrés Neon Genesis Evangelion, Anima, par Takuma Kageyama en 2008 et Ikuto Yamashita de 2009 à 2013, illustré par Ikuto Yamashita en 5 volumes que je n'ai jamais lus. Comme déjà mentionné pour The Iron Maiden II et pour Shinji Ikari Rising Project, il existe de multiples jeux vidéo basés sur la licence Evangelion, avec un potentiel narratif non négligeable, tous bien sûr sortis uniquement au Japon, dont je vais mentionner quelques-uns. Neon Genesis Evangelion Girlfriend of Steel, connu aussi en tant que Neon Genesis Evangelion Iron Maiden, est un visual novel sorti originellement en 1997 sur PC et Macintosh, puis porté sur Sega Saturn, PlayStation, PS2 et PSP, qui est un peu comme une histoire additionnelle ajoutée au milieu de la série avec un nouveau personnage féminin. J'ai eu l'occasion d'essayer une version traduite non officiellement de ce jeu, et il est sympathique si on aime le genre visual novel limite dating sim. Neon Genesis Evangelion sur N64, sorti en 1999, serait un jeu de tir et ou d'action où on contrôle les Evangelions dans les combats principaux de la série, une sorte de remake de la série en quelque sorte, y compris la narration. J'ai pu brièvement essayer une version partiellement traduite sur émulateur et je n'ai rien compris au gameplay, mais du peu que j'ai vu, ça semble assez bien restituer l'ambiance de l'animé, pour le moins pour le côté action. Neon Genesis Evangelion Ayanami Rising Project, sorti en 2001 sur PC, puis porté sur Dreamcast, PS2 et DS, est un jeu de simulation où l'on dirige Rei Ayanami à la manière d'un Princess Maker. Si vous ne connaissez pas Princess Maker, on pourrait reprocher ça un peu d'un jeu comme The Sims. C'est juste qu'au lieu de contrôler un paquet de personnages, on contrôle un seul personnage en le supervisant. En fait, on interprète un peu comme la personne qui en a la responsabilité. Neon Genesis Evangelion 2, sorti sur PS2 en 2003 et porté sur PSP en 2006, nous permet à nouveau de contrôler les EVA, mais cette fois-ci plutôt sous forme de RPG traditionnel avec des menus pendant les combats, le jeu relatant toute l'intrigue de la série du film The End of Evangelion, avec diverses informations classifiées permettant d'ajouter de nombreuses connaissances additionnelles sur l'univers d'Evangelion que l'on débloque tout au long du jeu.
Bien que pas nécessairement officielles, les informations bonus en question seraient basées sur des entrevues d'Hideaki Anno. Neon Genesis Evangelion Shinji Ikari Racing Project, sorti sur PC en 2004, est un jeu similaire à Ayanami Racing Project, mais se concentrant sur Shinji, où l'on interpréterait le rôle de Misato. Ce jeu est la base du manga du même nom, bien que ce ne soit qu'une base, un point de départ. Neon Genesis Evangelion Girlfriend of Steel II, connu aussi en tant que Neon Genesis Evangelion Iron Maiden II, est un visual novel sorti en 2005 sur PC, Mac, PS2 et PSP. Contrairement à son prédécesseur, il n'est pas du potentiel comme contenu additionnel au milieu de la série, mais un visual novel dating sim se déroulant dans l'univers alternatif présenté dans le dernier épisode de la série. Le manga du même nom est une adaptation libre du jeu. J'ai pu jouer à une traduction de ce jeu et c'est sympathique si on aime le genre, mais je crois que le manga est meilleur. Le jeu de combat Neon Genesis Evangelion Battle Orchestra, sorti en 2007 sur PSP puis porté sur PSP en 2009, serait une adaptation assez libre de l'intrigue de la série. Il existe plein d'autres trucs, il me semble, qu'il y a même un jeu de rythme. Pour en connaître plus sur les innombrables dérivés officiels d'Evangelion, je recommande chaudement la vidéo YouTube HAL 37 Evangelion Timelines Explained, Anime Explained, fait par un représentant de Crunchyroll. C'est une vidéo très sympathique, ce qui m'emmène à une part non négligeable de tout le contenu entourant Evangelion, les œuvres faites par les fans. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme doujinshi, ou doujin, ou dojin, ce mot est souvent employé pour parler de fanzines, de publications non professionnelles faites par des groupes ou des artistes indépendants, mais dans les faits, ce terme signifie plus précisément amateur, ce qui inclut aussi les jeux vidéo et logiquement les fanfictions et les fanworks ou illustrations non officielles. D'ailleurs, s'il y a des créateurs de fanzines japonais qui font des œuvres originales, les doujins sont le plus souvent, contrairement aux fanzines dans nos contrées, de la fanfiction, des œuvres basées sur des licences commerciales, pratique qui est habituellement tolérée par les éditeurs et auteurs au Japon, ce qui explique d'ailleurs l'existence de Barkira. Ce sont d'ailleurs assez souvent des créations plus épicées que les œuvres originales, si on comprend ce que je veux dire par là, wink wink, nudge nudge. Il existe d'innombrables doujins d'Evangelion au Japon. Il existe d'ailleurs de la fan création autour d'Evangelion partout dans le monde de manière très significative. J'ai moi-même lu de multiples fanfictions autour d'Evangelion à une certaine époque. Le sujet me semble riche et inspirant pour de nombreux auteurs amateurs. Je dois avouer avoir lu fort peu de fanfictions en dehors d'Evangelion. Je me souviens des Child of Love, Amnesic Angel, Garden of Eva, Eva Air, etc. Il ne faut pas non plus oublier un doujin tellement fameux que je l'ai vu plusieurs fois mentionné comme sur le web comme le doujin quasi officiel. Il faut avouer que le visuel est très voisin du dessin de Yoshiyuki Sadamoto de manière très réussie. Cela me dérange peut-être un peu moins d'un manga non professionnel. Un scénario qui fait à la fois suite à The End of Evangelion et réinterprétation de la série de matière tout à fait cohérente et intéressante, bien développée pour certains fans, mieux que les versions officielles. Je parle de Evangelion Retake par Studio Kimigabushi. Ça fait un peu trop longtemps que je l'ai lu pour affirmer de manière catégorique, mais si je me base sur mes souvenirs, je crois bien que je donnerais à ce doujin une note de 4 sur 5. C'est vraiment excellent. Il y a bien un peu d'épices, mais cela ne l'empêche pas, à mon avis, d'avoir de grande qualité. Et puis pour les prudes, on doit sûrement encore pouvoir trouver des versions censurées sur Internet. Passons maintenant au plat principal. La série de films Rebuild
of Evangelion. J'avais déjà vu les 2 premiers films il y a des années, avant que le 3e ne sorte. Ma réaction à l'époque avait été plutôt négative, mais elle a pu changer depuis. Je n'avais pas tellement aimé le premier film parce que c'est basiquement un résumé à peu près à l'identique des épisodes 1 à 6, avec de nombreux plans refaits tels quels. Je ne voyais pas la pertinence, en plus il me donnait l'impression de mettre plus l'accent sur les combats. À l'inverse, je n'avais pas trop apprécié le second, parce que s'il donne souvent l'impression d'être dans la continuité du précédent, bien que pas tout à fait avec d'importants éléments qui clochent, au final, le tout avance bien trop vite pour ce qui est supposé se terminer au milieu de la série, et une fin assez différente de ce quoi je m'attendais de ce film. En revoyant le premier film Evangelion 1.0, You Are Not Alone, sorti en 2007, et retravaillé en Evangelion 1.01 en 2008 et Evangelion 1.11 en 2009, j'ai pas mal toujours la même impression, mais le peu d'utilité ne me dérange pas autant. Après tout, revoir plus ou moins la même chose en plus court, ce n'est pas vraiment tellement un mal. Après tout, Evangelion est absolument excellent. Et puis au moins, ce n'est pas un montage d'extraits comme trop de films basés sur des animés, y compris Evangelion Death and Rebirth. C'est entièrement de la nouvelle animation, bien qu'assez souvent basée sur les plans de la série originale. L'animation est d'ailleurs d'une assez bonne qualité pour un film animé japonais, avec un peu d'économie d'animation parfois par moment, mais rien de vraiment abusé, et une animation par ordinateur pas trop mal intégrée, même si personnellement je préfère du bon vieux dessin animé traditionnel. Il est vrai que les personnages secondaires passent un peu à la trappe et qu'on prend un peu moins le temps pour développer les personnages, mais ça reste excellent. Mon impression que le film accorde plus d'importance aux scènes d'action était peut-être aussi un peu exagérée. Après tout, ce sont des éléments importants de l'histoire. On peut difficilement, décemment réduire les combats à quelques secondes, et la nature même des scènes de combat rend difficile pour un film de ne pas les rendre plus impactants, avec plus d'animation et des effets sonores et des musiques avec un niveau sonore plus élevé. Ça peut sembler inutile et gratuit, mais ne boudons pas notre plaisir. Et puis, il faut bien introduire le début de cette série de films. Rester fidèle, même si sans doute de manière un peu trop appuyée au début de la série, est un moyen facile de s'allier de nombreux fans. Et puis, comme l'a démontré la série par le passé, ça reste une bonne introduction pour un nouveau public, le côté un peu plus spectaculaire des combats pouvant aider. Pour ce qui est du second film, Evangelion 2.0 You Cannot Advance, sorti en 2009 et retravaillé en Evangelion 2.22 en 2010, mon opinion a changé de manière un peu plus significative. Le début du film, qui introduit un nouveau personnage pilote surgi de nulle part qui n'existait pas dans la série originale, aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille, comme quoi le second film serait vraiment différent du premier, bien que peut-être un peu moins que dans mes souvenirs, malgré divers éléments nouveaux ou modifiés. Ça reste en général pas mal dans les grandes lignes de la suite de la série, avec divers moments reproduits, mais cette fois-ci, ce sont peut-être plus certaines répliques ou situations que des plans à l'identique. On passe étonnamment vite sur les éléments des épisodes 8, 9, 10 et 12, mélangés avec divers nouveaux éléments pour nous proposer une dernière partie du film basée sur l'intrigue des épisodes 17 et 18, y compris l'incontournable passage entre les 2 épisodes, mais mélangé avec quelques éléments des épisodes suivants pour au final nous balancer en plein milieu de la fin. Il y a de quoi se demander sur quoi va aboutir cette manière de terminer le film, mais cela ne bouleverse pas tant l'intrigue pour le moment, même si des changements radicaux sont clairement à venir. Je doute que les 2 films suivants nous répètent la seconde moitié du film The End of Evangelion, que la conclusion de la série en fasse la moitié. Ce qui m'a le plus surpris de ce film, c'est le développement des personnages.
même si c'est pour les envoyer dans un mur. Si Asuka fait son apparition dans ce film fidèle à elle-même, on peut voir plus loin dans le film qu'elle semble devenir plus adaptée, plus mature, moins extrême, ce qui la rapproche un peu de ce que l'on a pu voir sur les innombrables variations d'Evangelion autant sur divers fanfics que sur Girlfriend of Steel Second ou Shinji Ikari Raising Project. Shinji lui-même semble évoluer un peu plus que dans la série, même si on va bien sûr s'assurer de bien le rentrer profond dans le mur plus loin, pour qu'il redevienne tout aussi torturé que précédemment. Même Rei, étonnamment, semble évoluer pour devenir plus humaine. Et puis ce n'est certainement pas une mauvaise chose si Rebuild of Evangelion évolue dans une direction différente. Quel est l'intérêt de faire un remake si c'est pour faire la même chose? C'est comme tous ceux qui chialent contre le remake de Final Fantasy VII. Je n'y ai pas joué personnellement, je n'apprécie pas d'étirer la sauce sur plusieurs jeux autant qu'il n'en fasse qu'un et basta. Mais bon, si la fin de la première partie change totalement l'histoire, ce n'est pas une mauvaise chose, il me semble, sauf si ça aboutit sur des trucs nuls, bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi les fans refusent de qualifier le remake de Final Fantasy VII de remake, puisque l'histoire est différente. Si c'est pour refaire la même chose, rendu là, ça devrait être un remaster et non un remake. Je n'ai pas été déçu avec le troisième film, Evangelion 3.0, You Can Not Redo, sorti en 2012, puis retravaillé en 3.33 pour 2013 et 3.333 en 2021, pour ce qui est de proposer quelque chose de fondamentalement différent, même si ça reste toujours du Evangelion. On reconnaît encore des éléments et on jongle toujours avec les mêmes personnages, quoique... On commence le film dans une situation totalement différente, sans savoir ce qui s'est passé au moment où se termine le film précédent. Bien vite, nous retrouvons Shinji, qui n'en sait pas plus que nous. Ensuite, le film essaie de nous en mettre plein la vue avec l'action, mais pour moi, la sauce ne prend pas tellement. Je suis trop dans mes interrogations par rapport à la situation sur laquelle se termine le premier film et plus intéressé par Shinji que par l'action. Assez rapidement, nous savons que nous n'en saurons pas plus dans l'immédiat puisqu'il y a de nouveaux changements brusques dans la situation. Par contre, puisque dans l'immédiat on suit plus Shinji, cela me dérange moins d'attendre les révélations qui vont se faire lentement. Nous laissons du temps pour songer à des théories et nous préparons éventuellement à la révélation. Au final, malgré que les circonstances et le monde d'Evangelion soient totalement différents, ce film me fait presque l'impression d'une version étendue de l'épisode 23, avec l'ajout de quelques éléments des épisodes précédents et de la suite de l'histoire, mais bien sûr avec beaucoup de nouveautés. Ça m'a un peu fait l'effet de l'intrigue de la toute fin de la série Nadia et le secret de l'eau bleue, elle aussi réalisée par Hideaki Anno, avec une ambiance totalement différente, mais ça avait déjà été un peu préparé plus tôt dans la série, ça faisait sans doute plus un choc après les nombreux épisodes dans les îles ou le bref détour en Afrique, alors que dans cette série, ça contraste beaucoup plus violemment, ce qui n'est pas nécessairement un défaut. En fait, le seul défaut, il me semble, est que malgré qu'on essaie un peu de lui donner une personnalité, la nouvelle pilote créée pour cette série de films ne semble toujours pas avoir la moindre profondeur, on ne sait rien de ses origines, elle est juste là. J'imagine que c'est une bonne chose si l'un des pilotes n'a aucun problème psychologique, mais ça fait étrange parmi les autres. Quoiqu'il est vrai qu'Asuka elle-même n'est pas autant approfondie que dans la série, il me semble, ça reste un peu en surface. Cette nouvelle version se centre vraiment plus sur Shinji, ce qui était le cas avec la série originale, mais pas autant. Ah, et puis il y a certainement quelques détails qui font un peu « ta gueule, c'est magique » ou « ta gueule, c'est Neon Genesis Evangelion ». Quoique un autre problème que j'ai avec ce film est que les personnages passent leur temps à dire à Shinji qu'il devrait faire ou ne pas faire telle ou telle chose, sans jamais lui expliquer, sans jamais prendre le temps de l'expliquer. Même pas Kaoru, vers la fin, qu'elle aurait largement eu l'occasion avant qu'il ne soit trop tard.
Je suis bien curieux de voir la nature du final qu'on nous prépare à cette nouvelle version d'Evangelion. Le quatrième film, Evangelion 3.0 plus 1.0, Thrice Upon a Time, sorti en 2021, puis updaté en Evangelion 3.0 plus 1.01, Thrice Upon a Time, la même année, est une bête assez particulière. Mon avis sur le film a évolué tout au long de sa durée. Il commence par nous présenter un village de survivants. Les dialogues présentent un peu la difficulté, mais on voit surtout la vie paisible de campagne des villageois et la nature paisible. Pendant la majorité de cette partie, Shinji est tellement traumatisé des événements du film précédent qu'il ne réagit plus vraiment. Ce qui est parfait puisque ça permet de mettre en valeur un peu les autres personnages, un reproche que j'avais au précédent film. En particulier Rei, qui a un intéressant développement, et on se permet de réintroduire des personnages secondaires, ce qui permet de les retravailler un peu. Ce calme permet aussi de nous préparer pour la suite et de mieux saisir les enjeux. D'ailleurs, tout au long du film, on développe un peu plus aussi Asuka et Marie Illustrious Makinami, la nouvelle pilote créée pour cette série de films. Puis, quand Shinji va mieux et quand on est prêt, on relance l'intrigue en se demandant ce qui va se passer, de petites scènes sympathiques sur les personnages avant de se diriger vers le gros affrontement, vers le milieu du film. On sombre dans de l'abus de combats d'animation par ordinateur assez peu intéressantes. Heureusement, ça s'améliore vaguement visuellement après la sortie des EVA, mais bon. À ce moment-là, je me disais qu'il faudrait que la suite soit vachement intéressante pour racheter ce passage moyen. Heureusement, il y a des retournements de situation pour rendre l'histoire bien plus intéressante avec un visuel un peu plus riche aussi. On semble nous refaire en partie The End of Evangelion avec divers éléments différents et certains effets 3D franchement moches et creepy pour aboutir à un combat final d'Eva ultra moche. Rendu là, je me suis dit que si les créateurs tiennent tant à faire du tokusatsu, qu'ils auraient mieux fait d'y aller avec la méthode traditionnelle de filmer physiquement des poupées avec des décors en carton, ça serait même moins moche. Rendu là, je me demande sérieusement pourquoi ce film semble avoir tant d'avis positifs. Je pense notamment à la vidéo de Jiguk qui vantait à quel point ce film était le point culminant et la conclusion définitive de toutes les itérations d'Evangelion jusqu'à présent. Mais ça évolue rapidement en n'importe quoi à ce combat. Mais ce n'est pas sans raison. Cela permet de nous faire découvrir des éléments qu'il manquait à la fin d'Evangelion ou aux fins multiples d'Evangelion. On a de superbes scènes de personnages pour nous offrir un dénouement très riche. Passer ainsi par des visuels un peu moches et décalés permet de contribuer à une transition plus subtile entre différents styles, contrairement à la série télé qui avait radicalement changé son style d'animation, si on peut qualifier cela ainsi, pour les 2 derniers épisodes, ou divers de changements de style dans The End of Evangelion avec quelques plans en prise de vue réelle, comme ça en passant. Il y a bien un détail qui risque de brosser le poil dans le mauvais sens de certains fans, vu le plus grand débat infini concernant Evangelion, le genre de débat qui accompagne toutes les saisons de nouveaux animés. N'est-ce pas? Waifu. Mais bon, c'est du détail et ce n'est vraiment pas dérangeant. Ce qu'il manquait aux précédentes versions et qui est ici maintenant est magnifique et n'était sans doute possible à atteindre qu'après un temps de réflexion, la suite de la vie nous menant ailleurs et toutes les incarnations d'Evangelion qui ont maintenu la licence en vie jusqu'ici. Ce n'est sans doute pas nécessaire d'avoir vu quoi que ce soit de la licence Evangelion avant de voir cette série de films. Tout ce qui a précédé et le fait de s'être immergé dans la culture Eva pendant quelques décennies contribue sans aucun doute à une plus grande appréciation de l'œuvre.
je donne à cette série de films sans aucune hésitation la note de 5 sur 5. C'est du chef-d'œuvre extraordinaire. Je n'ai plus qu'un mot à dire. Félicitations! Au revoir et à bientôt! Evangelion, c'est la vie! Bienvenue chez nous pour le 75e épisode du podcast des nous. Bienvenue chez nous pour le 75e épisode du podcast des nous. Reconstruction d'Evangelion. On reconstruit Evangelion cette semaine. Ouh! Montez avec nous dans le robot. Au revoir et à bientôt. Oh non! C'est le dernier épisode que j'ai enregistré à l'audio. Je vais devoir faire de nouveaux épisodes. Ah!